À la une ce soir, le PPM appelle au rassemblement contre l'extrême droite. À l'instar de nombreux collectifs et organisations, le parti progressiste invite le plus grand nombre à se réunir pour faire barrage au FN. La mobilisation vient de débuter. Nous retrouverons nos journalistes sur place. La colère des riverains de Basse-Gondo au Lamentin. Ils disent non à la construction d'une chambre funéraire dans leur quartier. Ils redoutent des nuisances. Soutenus par la Sopamar, les habitants ont bloqué l'accès au site ce matin. Les sapeurs-pompiers ont reçu leur nouveau matériel. Une dizaine de véhicules de secours a été livrée aux 10 ce matin en présence d'Alfred Marie-Jeanne. Une cinquantaine d'élèves du Nord se sont affrontés ce matin lors d'un tournoi d'orthographe au collège Paul Saint-Fort au Robert, un challenge pour améliorer leur vocabulaire. Et puis ce soir, nous recevons le saxophoniste et jazzman Luther François. Après plus de 10 ans sans s'être produit seul sur scène, il revient pour 3 dates uniques sur les planches du théâtre Aimé Césaire à partir de demain. Bonsoir à tous, merci de nous rejoindre. Je suis très heureuse de vous retrouver pour cette édition que vous pouvez également suivre en direct sur Facebook. Et on débute par de la politique. À 5 jours du second tour de la présidentielle, de nombreux collectifs et organisations et partis politiques appellent à barrer la route à l'extrême droite. C'est le cas du PPM. Le parti progressiste a appelé à un grand rassemblement contre le FN qui a débuté il y a quelques instants au Grand Carbet à Fort-de-France où l'on retrouve sur place Anaïs Gall. Anaïs, bonsoir. Anaïs, bonsoir. Que pouvez-vous nous dire concernant ce rassemblement? Est-ce que la liaison est établie avec Anaïs? Alors, il y a un petit souci technique. La liaison n'est pas faite. Si, Anaïs Gall est donc... Un mot d'ordre ce soir, faire barrage à Marine Le Pen et se mobiliser contre l'extrême droite. Avec nous pour en parler, Johnny Ajar, secrétaire général du Parti progressiste martiniquais. Alors pourquoi avoir organisé ce meeting ce soir et quel est le message que vous souhaitez faire passer aux Martiniquais? Alors d'abord, c'est un rassemblement pluriel avec la société civile, beaucoup d'associations, des syndicats d'enseignants, des associations qui ont une vocation humaniste et qui défendent un petit peu les intérêts des Martiniquaises et des Martiniquais dans différents domaines, aussi bien l'économique, la culture, le niveau artistique. Et l'objectif, c'est vraiment d'éveiller les consciences et de demander à ce que l'on puisse barrer la route au Front National, au racisme et à la xénophobie. Donc, quel est le programme, assez brièvement, de la soirée ce soir pour faire passer justement ce type de message aux Martiniquais? Eh bien, écoutez, comme on veut éveiller les consciences, il faut donner envie pour que les gens puissent comprendre. Et comme je le disais déjà, Adolf Hitler a été élu démocratiquement avant de devenir justement celui qui pensait que la race aryenne, c'était les blonds aux yeux bleus. Et je pense encore également à Serge Letchimy lors de son intervention face à Claude Guéant, ministre de l'Intérieur de l'époque, qui pensait que toutes les civilisations ne se valaient pas. Et je pense qu'il faut redonner du sens à l'humanisme, aux valeurs césariennes. Et donc, à travers le programme, bon, bien sûr, nous serons accueillis par le maire de Fort-de-France, puisque nous sommes son territoire. Et puis après, il y aura un programme à la fois artistique et d'intervention, qui soit des interventions sur la base de convictions, et notamment sociologiques, puisqu'il y a Madame Chonville qui fera une intervention pour expliquer un petit peu, on va dire, la nature humaine et les devoirs humains. Et ensuite, bien sûr, chacun à sa manière pour exprimer un petit peu l'idée qu'il défend d'une société plus humaine, plus juste, avec des artistes comme Sahel, comme NJ, et des interventions politiques avec Serge Letchimy, président du Parti progressiste martiniquais, mais également bien d'autres interventions, notamment des enseignants, mais aussi des membres du collectif Matnik contre Marine Le Pen. Alors c'est aussi l'occasion peut-être de donner une dernière consigne de vote avant le second tour? Ben écoutez, effectivement, de toutes les façons, le vote a lieu samedi en Martinique et il faut absolument que le barrage au Front National, le barrage à l'extrême droite, le barrage au racisme et le barrage à la xénophobie se concrétisent réellement dans les urnes. Et voter blanc ou s'abstenir ne donnera pas du sens à la participation et n'empêchera pas un risque fort et dangereux que Marine Le Pen passe au niveau de la France hexagonale. Donc nous n'avons pas d'autre choix. Le seul recours possible, la seule alternative possible, c'est de prendre un bulletin Emmanuel Macron et de le glisser dans l'urne. Même si nous ne partageons pas toutes ces idées, même si ce n'est pas un vote d'adhésion, même si ce n'est pas un vote de soutien, mais aujourd'hui, nous n'avons pas le choix si l'on veut concrétiser réellement la lutte contre le Front National et les idées extrémistes.
On a pu constater ce soir l'absence de 2 représentants d'Emmanuel Macron, à savoir Fred Lordino et Éric Copette, qui est notamment le référent du mouvement En Marche en Martinique. Rappelons que ces derniers ont été suspendus du parti. Mais est-ce que ce soir, vous ne regrettez pas un peu leur absence, sachant que éventuellement ça aurait pu donner plus de poids à votre intervention de ce soir? Écoutez, nous n'avons pas de regrets à avoir parce que nous avons une manifestation plurielle. Et c'est d'abord la société civile qui va s'exprimer ici au Grand Carbet ce soir. Et je pense que ceux qui sont présents vont représenter un petit peu toute la diversité martiniquaise. Et puis ceux qui ne sont pas là, eh bien, chacun y verra l'expression que l'on voudra y donner. Merci Johnny Ajar d'avoir répondu à nos questions. Je vous rappelle, ce soir, près de 200 à 300 personnes sont attendues ici au Grand Carbet de Fort-de-France. Elles répondent donc à l'appel du PPM pour faire barrage au Front National, à savoir dans 3 jours, donc le second tour des présidentielles. Merci Anaïs. C'est donc la dernière ligne droite pour les 2 candidats à la présidentielle avant le duel final ce dimanche. Emmanuel Macron et Marine Le Pen se sont affrontés une ultime fois lors du débat de l'entre-deux tours aujourd'hui. 2h30 de joute verbale. Juste après ce journal, ATV diffuse l'intégralité du débat. On en regarde un extrait tout de suite. Vous n'avez pas de projet pour le pays. Nos concitoyens l'ont vu ce soir, vous n'en avez pas. Et donc moi je veux dans 5 ans, parce que j'aurai justement fait un vrai renouvellement, fait un vrai renouvellement des forces vives politiques. Tous les socialistes, avec des vrais visages nouveaux. Tous les ministres avec une vraie force politique nouvelle. Pas un parti d'extrême droite tous les députés socialistes. Depuis des décennies, justement, occupe la place. Avec des politiques qui n'ont jamais été conduites. Je veux une France. Avec Estrosi. Je veux une France. Avec Bertrand, avec NKM. S'il vous plaît. Madame Le Pen. S'il vous plaît, nous en avons. Mais dites-le. Calmez-vous, le pays mérite mieux de cela. Le pays, il mérite de savoir la vérité. S'il vous plaît. Et la vérité, je la lui ai toujours donnée. Rendez-vous donc à 20h après le journal. Dimanche, nous découvrirons donc le visage du nouveau chef de l'État. Les résultats du second tour seront dévoilés à partir de 20h, heure de l'Hexagone, et aux environs de 14h chez nous, et peut-être même avant. Lors du premier tour, les résultats avaient fuité bien avant l'heure, notamment via des sites d'information belges, aux grandes dames du Conseil supérieur de l'audiovisuel. Les explications d'Éric Dupuis, Solène Boissé et Clément Barbet. Bien placé pour superviser avec autorité les médias français lors des scrutins électoraux, le CSA ne peut rien contre les médias belges qui publient avant l'heure légale française des informations liées aux élections, informations forcément données illicitement. Si les médias belges ont pu avoir accès à des résultats qui ne sont que une fuite, parce que normalement ça n'aurait pas dû fuiter des résultats avant 20h, c'est la responsabilité des médias belges. Il y a 5 ans déjà, le problème s'était posé, faute de preuves au niveau des sources. Le CSA a tenté une action en justice contre les médias étrangers. La plainte au parquet a été classée. De nouveau cette année, la commission des sondages va déposer une plainte pour de nouveau essayer d'avoir une réponse à cette question. Jusqu'à quel point notre loi française a une application territoriale au-delà de nos propres frontières. Du côté belge, difficile de se passer d'informations qui, 2 heures durant, entre 18h et 20h généralement, vont permettre aux sites d'infos d'augmenter leur audience internet. Et une fois qu'une info est sur la toile, il n'y a plus de frontières, qu'elle soit bonne ou mauvaise. Ça pose la question effectivement de la neutralité de l'information à partir du moment où on ne peut plus contrôler ce qui vient d'ailleurs. À l'heure d'une demande accrue de transparence des citoyens, il semble difficile à l'État français de couper le réseau Internet sur tout le territoire pendant les scrutins. Ce qui est sûr, c'est que ce ne sera pas encore le cas dimanche prochain. Au chapitre social, à présent, des riverains du quartier Basse-Gondo au Lamentin se sont mobilisés aujourd'hui. Soutenus par la Sopamar, ils dénoncent la construction d'une chambre funéraire dans leur quartier. Selon eux, l'emplacement n'est pas adapté à ce type d'activité. Ils craignent des nuisances dans le voisinage. Ce matin, les riverains mécontents ont bloqué l'accès du site où se trouvent également d'autres commerces. Loïc Régis. C'est dans ce bâtiment que serait prévue la chambre funéraire. Un projet que certains riverains auraient découvert par surprise au mois de mars. Pour eux, impossible d'en savoir plus. Le dialogue a tourné court avec le promoteur et ses ouvriers. J'ai mis un panneau sur le grillage là. Ils l'ont enlevé et certains m'ont dit c'est un lieu privé, je n'ai pas le droit de mettre des panneaux sur là en bas. Et il y a eu des bousculades. Oui.
Ben c'est le monsieur est arrivé, bon, il m'a un peu bousculé, mais il y a un qui me tenait. Alors là, je suis tombé et puis là, il a profité de me donner un coup de pied. Le maire affirme par courrier ne pas être au courant de la problématique. Vous avez sollicité des informations sur l'installation d'une chambre funéraire qui serait en cours à Basse-Gondou. À ce jour, mes services n'ont pas été saisis d'un tel projet. Le collectif des riverains a donc décidé de bloquer l'accès au bâtiment. Ils s'opposent à l'installation de la maison mortuaire. Selon eux, le site n'est pas adapté à ce type d'activité. Des risques d'atteinte donc à l'ordre public, il n'y a pas de stationnement, non, le lieu n'est vraiment pas adéquat et la population n'a pas été consultée. Nous avons adressé un courrier au maire qui nous a dit de ne pas être informé, de nous adresser au préfet, chose que nous avons fait, nous n'avons pas eu de réponse. Plusieurs entreprises se trouvent à proximité, un magasin d'informatique, mais surtout une boucherie, une situation que soulignent également les militants de la Sopamar. Les deux activités se feront face. Il suffira de faire une photo, chambre funéraire, boucherie. Et là, cette viande-là aura une publicité intenable. Une pétition a été signée par plus de 70 habitants du quartier. Elle sera déposée à la mairie. Contactée par Nos Soins, la municipalité lamantinoise n'a pas donné suite à notre demande d'interview. Les blocages ont été levés en début d'après-midi. Les multiples revendications des sapeurs-pompiers de Martinique en 2016 ont porté leurs fruits. Ce matin, à Fort-de-France, le SDIS a reçu du matériel neuf et notamment une dizaine de véhicules de secours. 1 400 000 € de budget ont été alloués par la CTM pour améliorer les conditions de travail des pompiers. Ce matin, la remise du nouveau matériel, du nouvel équipement s'est déroulée en présence d'Alfred Marie-Jeanne. Reportage Anaïs Gall et Michelet François. Nous avons dans ce camion de pompiers, des équipements dernier cri. Quand les outils ne peuvent pas accéder, il n'y a pas de place pour accéder avec les outils lourds que nous avons là, avec le découpeur plasma, on peut découper des tôles pour dégager une victime. Et là, un deuxième outil que nous avons en plus, c'est le portique pour faire les désincarcérations des poids lourds. Un mois après la livraison de l'échelle de secours, 10 nouveaux véhicules viennent d'être présentés afin de renforcer le parc du SDIS. Pour les sapeurs-pompiers de Martinique, il était urgent d'améliorer les conditions d'intervention. Les nombreuses mobilisations menées l'année dernière n'auront pas été vaines selon eux. Après cette grève, je vois que ça a progressé. On a eu des véhicules neufs, des véhicules d'intervention pour nous permettre, comme je viens de dire, aux sapeurs-pompiers de travailler de bonnes conditions et que la population martiniquaise soit plus rassurée. Il fallait crier, puisque là nous sommes là pour porter secours à la population martiniquaise. Donc vous savez, ce sont des vies, les vies ne nous attendent pas. Pour financer ce matériel, une subvention de près d'1,5 million d'euros allouée par la collectivité territoriale de Martinique. Son président, Alfred Marie-Jeanne, assure avoir entendu la détresse des soldats du feu, qui n'aurait pas été prise en compte par ses prédécesseurs. Lorsque je suis arrivé aux affaires à la CTM, la collectivité territoriale de Martinique, il y a eu beaucoup de turbulences, disons ça comme ça. Et à maintes reprises, les pompiers, les sapeurs-pompiers ont envahi la collectivité territoriale de Martinique. Mais ils ne l'avaient pas fait dans un but pour m'invectiver. Simplement, ils venaient dire qu'ils étaient en très grande difficulté parce que les promesses faites avant n'avaient pas été tenues. C'est une réalité. Et dans ces conditions, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai répondu au plus pressé. C'est ainsi que le budget le budget des sapeurs-pompiers est passé de 15 millions qui n'étaient pas totalement versés à 18 millions. Vous imaginez 3 millions d'augmentation depuis mon arrivée chaque année. Si ces premières dotations sont encourageantes, certains équipements sont encore nécessaires pour un service optimal. C'est insuffisant, notamment encore en termes de VSAV. Nous avons comme en ce moment 2 autres VSAV, sur un total de 25 à peu près à renouveler. Moi, je pense que si nous avançons à ce rythme-là, 2-3 par an, d'ici 2020, nous aurons renouvelé entièrement le parc. Les 10 véhicules neufs sont d'ores et déjà en circulation. Ils ont été répartis dans les différentes casernes de l'île en fonction des besoins. Cette bonne nouvelle pour la Banque alimentaire de Martinique, l'association basée à Ducos a reçu un don de 81 000 € de la part d'entreprises privées pour financer 2 nouveaux véhicules. Ils devraient être livrés durant les grandes vacances. Voyez ces réactions recueillies par Alvin Courcy. Ces 2 véhicules serviront surtout à faire de la ramasse. Et nous avons 9 points de ramasse actuellement
et nous allons passer à 26 points de ramasse. Donc il nous fallait beaucoup plus de moyens logistiques pour faire ce type de ramasse. Depuis que je suis arrivée à la Banque alimentaire il y a 3 ans, j'ai toujours compris qu'il nous manque des bénévoles, qu'il nous manque des camions. Et voilà, donc ça arrive bien là maintenant. Oui. Et est-ce qu'il faudrait d'autres choses en plus? Il faudrait surtout d'autres bénévoles. Il nous manque beaucoup de bénévoles, puisqu'on aura besoin de chauffeurs poids lourds pour ce camion, on aura besoin de chauffeurs pour les camions. Pour l'instant, nous avons des salariés, mais si on pouvait avoir des bénévoles, ce serait encore mieux. Et notez que les bénévoles de la Banque alimentaire seront présents les 12, 13 et 14 mai prochains dans les différents supermarchés de l'île. Restez avec nous dans quelques instants. Nous prendrons la direction de la Guadeloupe pour la 7e édition de la Journée académique de l'innovation. Les enseignants ont imaginé des solutions pour pallier l'échec scolaire. Et puis dans votre JT des communes, Hubert Bornil nous emmènera à Fort-de-France à la rencontre d'une passionnée d'orchidées. Elle nous ouvrira les portes de son jardin secret. Mais pour l'heure, parlons éducation. Ce matin, 50 élèves de 5 établissements scolaires du Nord se sont affrontés lors d'un tournoi d'orthographe. Un exercice qui vise à améliorer les compétences linguistiques des élèves et à les confronter également à l'esprit de compétition. Le challenge concernait des élèves de 5e et de 6e. Il s'est déroulé au collège Paul Saint-Fort au Robert. Alvin Courcy y était. Regardez. Oui. H-O-U-I-2-L-E. Les règles du jeu sont simples, on tire un mot au hasard et on l'épelle sans l'avoir lu. Celui qui se trompe est éliminé, un concours que les élèves prennent très au sérieux. C'est assez chaud, mais on essaie de tenir. Et puis les mots sont assez... Ça dépend, franchement c'est le hasard qui donne les choses. Et parfois ils sont faciles, parfois ils sont difficiles. On a mieux révisé, on est les plus forts. Et c'est pas parce que le collège Paul Saint-Fort a gagné 2 fois qu'on ne peut pas gagner non plus. Accord du participe passé, du genre et du nombre, connaissance du vocabulaire. 25 premiers concurrents ont été éliminés à l'issue d'une première épreuve écrite. Les 25 autres se sont qualifiés pour l'oral. Après les corrections de l'écrit, il y a encore un peu de travail à effectuer pour rehausser un peu le niveau de ces collèges classés REP. Réseau d'éducation prioritaire. Effectivement, nous aimerions améliorer le niveau puisque l'an dernier, nous n'avons pas participé au tournoi. Donc nous avons travaillé, il faut évidemment encore améliorer son orthographe, donc en lisant régulièrement, en posant des questions aux professeurs, en étant curieux tout simplement, en aimant la langue française et nous espérons remporter le tournoi cette année. Cette 4e édition du concours d'orthographe est organisée par les professeurs du collège Paul Saint-Fort et regroupe 4 autres établissements du Gros Morne, de Trinité et du Robert. On cherche à travailler l'émulation, la compétition, l'esprit de compétitivité chez les élèves, que les élèves donnent le meilleur d'eux-mêmes, qu'ils s'affrontent dans une joute, si je puis dire, orthographique, pour montrer leurs compétences orthographiques, sachant qu'ils disent souvent que la langue française est difficile. Effectivement, on a des tests variés avec des questions variées qui touchent les accords. Souvent, on pense que certains noms sont féminins, or ils sont masculins. Donc c'est cet enjeu qu'on a essayé on a relevé le défi. En fin de matinée, c'est Victor du collège de Beau Séjour qui remporte le concours. Très content et aussi beaucoup de soulagement parce que c'était très difficile et il y avait beaucoup de niveaux parce que les autres étaient très forts aussi et donc voilà. C'est une fierté pour toi et pour ton collège? Oui. L'année prochaine, le concours devrait se poursuivre avec peut-être même une édition en langue créole. Direction maintenant la Guadeloupe. La 7e édition de la Journée académique de l'innovation s'est tenue au collège de Guénette, au Moule aujourd'hui. Les enseignants ont imaginé des solutions pour résoudre les problèmes d'apprentissage. Un reportage de Linda Kayarsi. Lecture vivante et danse contemporaine, tout un art au service de l'éducation pour combattre le décrochage scolaire. Ça permet aussi d'être en contact avec les autres, de respecter les autres, d'être en attente et à l'écoute des autres. Donc du coup, ce sont tout un tas de compétences transversales qui sont nécessaires pour un bon suivi en classe. Un bon suivi en classe qui repose sur des valeurs. On a mis en scène comme pièce pour des élèves décrocheurs qui ne veulent plus aller à l'école et tout. C'est la persévérance.
La persévérance, une valeur primordiale pour l'éducation nationale en quête de toutes les solutions innovantes pour résoudre les problèmes relatifs aux difficultés d'apprentissage. La lutte contre le décrochage scolaire, les questions liées à la réforme du collège, l'accompagnement personnalisé, les enseignements pluridisciplinaires dans le cadre de la réforme du collège. Bref, il y a un certain nombre de choses qui sont proposées, que ce soit dans le premier degré, mais aussi dans le second degré, que nous devons valoriser pour que les collègues se mettent dans une dynamique d'innovation en permanence. Cette année, une équipe pédagogique s'est distinguée à l'échelle nationale dans le cadre de la Journée nationale de l'innovation. Le projet « Sur le chemin de la liberté » présenté par le Collège du Rézé est au top 30 des meilleurs projets innovants pour l'année 2017. C'est un projet qui cherche en fait à apaiser le mental des élèves avant qu'ils entrent vraiment dans les apprentissages. Souvent, nos élèves vivent des choses extrêmement difficiles à la maison et donc quand ils arrivent en classe, ils ont une surcharge émotionnelle qui leur empêche de justement se concentrer, de mémoriser et de porter le nez du sens à l'école. Des prix académiques seront décernés aux équipes pédagogiques pour leurs projets innovants. C'est l'heure de retrouver notre invité, musicien et saxophoniste de renom. Cet artiste saint-lucien découvre la Martinique dans les années 80. Jazzman, il joue aux côtés des plus grands groupes caribéens tels que la Perfecta depuis maintenant des décennies. Voilà 11 ans qu'il ne s'était pas produit en son nom sur scène. Il revient pour une série de concerts à partir de demain sur les planches du théâtre Aimé Césaire. Bonsoir Luther François. Bonsoir. Merci d'être avec nous ce soir en plateau. Alors je le disais, vous n'êtes pas monté sur scène depuis 2006, seul, je précise. Pourquoi une si longue absence? C'est l'évolution de l'industrie comme ça. Des artistes comme moi ne sont pas ceux qui est conforme à la direction qui est prise par, disons, les producteurs, des choses comme ça. Donc nous sommes un petit peu tous artistes pour ce genre de choses. Mais c'est simple. Alors justement, pour les personnes qui vous connaîtraient moins bien, ou même pas du tout, je vous propose de regarder un extrait tout de suite de l'un de vos concerts. Donc on vient de voir un extrait de l'un de vos concerts qui s'est passé à Sainte-Lucie. Le saxophone n'est pas le premier instrument qui est entré dans votre vie. Vous avez débuté par le violon, il me semble. Alors qu'est-ce qui vous a amené à vous tourner vers le saxophone et vers le jazz? Je suis passé par pas seulement le violon, mais le piano, guitare, etc. Mais en effet, pour moi, le saxophone, bon, j'étais très attiré par certains maîtres de l'instrument, comme M. John Coltrane ou bien d'autres comme Charlie Parker, etc. Mais aussi pour avoir un peu une certaine voix, parce qu'avoir quelque chose à dire, il faut quand même avoir le moyen de le présenter le mieux possible. Donc, c'était plutôt ça, je pense, pour moi, par l'instinct. Le saxophone, c'est un trait de caractère? Ça va avec le caractère de la personne? Le saxophone, c'est le souffle. En effet, ça permet de donner de son âme, de tout ce qui est intérieur, faire passer à l'extérieur et partager. Donc, c'est ça. Alors, avant de parler de vos 3 dates de concert, je voudrais revenir sur un terme auquel vous semblez particulièrement tenir. Vous précisez souvent lors d'interviews que vous ne faites pas, je cite, du jazz caribéen, mais du jazz de la Caraïbe. Quelle est la différence? Le jazz caribéen, c'est souvent identifié par des côtés rythmiques ou des éléments, disons, identitaires. Et le jazz au Caraïbe, c'est le jazz mondial qui est présenté par un artiste qui maîtrise le jazz et qui est d'origine caribéenne, mais qui ne va pas forcément jouer tout le temps de musique traditionnelle, de formes traditionnelles, ni populaires, mais toutes les formes qui permettent de s'exprimer comme il faut. Donc c'est votre cas. Voilà. Donc justement, ce jazz de la Caraïbe, vous en ferez profiter votre public à partir de demain soir et ce jusqu'à samedi au Théâtre Aimé Césaire. Expliquez-nous ce que vous allez proposer et surtout de qui vous serez entouré, parce que vous ne serez pas seul. Ah oui, je ne serai pas seul. En effet, on a donné le titre « Kaléidoscope » à cet exercice parce que c'est plein de couleurs. Qui est du coup très évocateur.
Oui, voilà. Je suis pas seulement instrumentiste, mais je suis aussi compositeur et arrangeur. Donc il y a des projets que j'ai travaillé, dont j'ai travaillé pendant des années, donc mon ordinateur est plein de matériel. Et donc j'ai extrait certains éléments pour pouvoir partager et présenter souvent pour la première fois ou deuxième fois, ça dépend. Mais ce sont des extraits très rares donc, et souvent thématiques aussi. Donc le jeudi soir, qui est le premier soir, on présente une musique qui a été commandée par le danseur Jean-Claude Zadit, qui nous a quittés il y a 4 ans. Et c'était pour un ballet-théâtre au sujet de Chevalier de Saint-Georges. Okay. Donc ce sont des compositions écrites pour 14 de cordes avec piano, etc. Donc ce sont vraiment de nouvelles compositions. Oui, des compositions très rarement. En effet, elles ont été jouées qu'une seule fois. À l'Atrium, ça fait très longtemps. Presque neuves. De qui serez-vous entouré? Il y a déjà le quatuor de cordes avec la pianiste Antoinette Altman, Virginie Lassalle, Nona Laurence, Laura Slabiak. Et, en tout, il me semble une quinzaine d'invités par soir éventuellement, sur scène. Parce qu'après cet exercice, il y a des chants, il y a des instrumentistes, il y a des improvisations. Ce sont des musiques improvisées. Maintenant, c'est le jazz et des musiques improvisées. Donc, il y aura, pour vous redécouvrir et inviter le public. Et la deuxième soirée, on va faire un peu de clin d'œil au travail d'Alège Marie, la musique de la Begin, etc. Et la troisième soirée, c'est le monde du jazz, le bebop, le swing, le contemporain, tout ça, avec des artistes très spéciaux, de Happy Louis d'Antigua qui a joué vraiment avec des nous. Compositions très éclectiques que vous allez proposer. Ce sont des couleurs musicales de tout bord. Voilà. Donc je le rappelle, vous serez donc sur la scène du théâtre Aimé Césaire demain soir, vendredi et samedi à 20h. Vous serez entouré de vos complices de toujours et puis d'invités surprises. On n'en dit pas plus simplement. Est-ce qu'il reste quelques places? Je pense, oui. Voilà, donc c'est noté pour ceux qui souhaiteraient y aller. Merci à vous, Luther François, d'avoir été présent sur notre plateau ce soir. C'est l'heure à présent d'aller dans vos quartiers. Tout de suite, le JT des communes. Le JT des communes vous emmène ce soir à Fort-de-France où se cache un jardin pas comme les autres, celui de Mathurine. Cette foyalaise est une passionnée d'orchidées et consacre le plus clair de son temps à bichonner les différentes variétés qui composent son jardin. Hubert Bornil et Loïc Régis ont fait un tour dans son jardin d'Éden. Regardez. En attendant l'Orchid Expo, j'ai eu l'énorme satisfaction de visiter le jardin, pas secret, mais en tout cas un magnifique jardin de Mathurine. C'est 35 ans de passion et ça donne ça. Les orchidées n'ont plus de secret pour cette collectionneuse. Elle entretient une véritable passion avec ces plantes. C'est un beau jour, on se découvre comme ça, passionné de plantes en général. Moi, je suis passionné de toutes les plantes. Mais comme je dis, je privilégie les plantes colorées parce que, bon, étant dans un écrin de verdure, alors je privilégie ce qui a de la couleur. Les orchidées ont leur code, un langage, des expressions et les collectionneurs se font toujours un réel devoir de faire l'acquisition de nouvelles variétés. On vous offre une plante, même si c'est la plus ordinaire et la plus courante. Vous en voulez 2, vous en voulez 3, vous en voulez 4. Et quand vous aurez toutes celles-là que l'on trouve pratiquement sur le marché, vous voudrez d'autre chose. Mathurine passe beaucoup de temps avec ses orchidées. D'ailleurs, elle est la seule à mettre les pieds dans le jardin. Là, ce n'est pas une orchidée, c'est une impatience qui a poussé dans ce dendrobium. Mais j'ai toujours plaisir à regarder le rouge magnifique. C'est un rouge vermillon, la petite plante, elle est vraiment petite, toute frêle, mais la fleur, elle est magnifique, vous ne trouvez pas ? Elle est également la présidente du Ionopsis Club qui organise ce week-end sa biennale sur Orchid Expo. Les orchidées seront alors dans tous leurs états.
Alors, ce qu'il y a de formidable ici, c'est qu'on apprend beaucoup de choses. Par exemple, là, je peux vous donner le nom de cette orchidée, c'est le Vanda panier. Vous voyez que ça sert à ça aussi. Et vous venez de l'entendre ce week-end, les passionnés d'orchidées ont rendez-vous pour l'Orchidexpo qui se tiendra à l'ancienne IUFM, route du Phare, à la Pointe des Nègres, à Fort-de-France. Une centaine d'exposants seront présents sur place. Avant de refermer ce journal, quelques indications si vous souhaitez faire un don de sang. Le camion de l'EFS sera stationné demain sur le parking du centre commercial Place d'Armes au Lamentin de 9h à 14h. Notez également qu'un autre camion sera présent à Fort-de-France, près du kiosque Guédon, entre 10h et 15h. N'oubliez pas que vous pouvez également vous rendre à la Maison du Don à l'hôpital Pierre Zobda-Kittmann de 9h à 16h. Voilà, c'est la fin de ce journal. Ne bougez pas, on se retrouve dans une poignée de secondes pour rendre chez PIA. À tout de suite.